de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Antoine. 40 jours d'abstinence et de pénitence, la communauté catholique a entamé ce mercredi décembre le carême. Meurtre, vol à main armée, autres cambriolages. Pourquoi les villages traditionnels lébous ne sont pas exposés? La réponse sera dans ce midi avec le reportage d'Abdou Diouf Junior. Ziguinchor, les travailleurs des commissions administratives en mouvement de grève, ils n'ont pas été payés. C'est la raison principale. Élection législative de juillet 2017, les indépendants dénoncent la cherté de la caution à verser, mais le nombre élevé de signatures également exigé. Vous pourrez suivre dans ce midi un reportage en vue du 8 mars, Journée internationale de la femme. Série que RFM a démarré aujourd'hui. Sornana Tambaye, bonjour. Antoine Diouf. L'actualité internationale, les titres. Les réfugiés maliens de la Mauritanie organisent leur retour au pays. Une commission gérée par les deux pays et le HCR travaille sur le dossier. Les réfugiés sont au nombre de 47 600. Le processus de rapatriement a été suspendu à cause des attaques meurtrières dans le nord du Mali. En France, François Fillon dit qu'il ne cédera pas à la pression. Il maintient sa candidature à la présidentielle. Par ailleurs, il annonce sa prochaine mise en examen. Les titres sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Bessu Soccer, Coupe du Monde du football de plage, le Sénégal dans la poule A avec les pays organisateurs le Bahamas, la Suisse et l'Équateur. Dans ce 12h, Oumar Ngalassila nous parlera de ses ambitions pour cette Coupe du Monde. Mise à jour du calendrier de la Ligue 1 sénégalaise, Niary Tally et l'US Gorée jouent cet après-midi. Elles vont affronter respectivement le Djambour et le Djaraf de Dakar. CAN des U20 en Zambie, l'acte 2 démarre cet après-midi. L'équipe de la Guinée-Conakry sera opposée au Pharaon d'Égypte à 13h, alors que le pays organisateur, la Zambie, joue contre le Mali à 16h. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis, comment renforcer les moyens de nos forces de l'ordre pour de meilleures performances. Point de vue prend prétexte de la bonne opération faite par la police qui a fait tomber des bandes de malfaiteurs. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. En marche vers Pâques, la communauté catholique a débuté aujourd'hui, mercredi décembre, le carême. C'est pour 40 jours d'abstinence et de pénitence. C'est une période de conversion et les fidèles le savent bien. Ils prient Dieu pour qu'il les aide à aller dans le chemin de la droiture. Reportage Barthélemy Gomme. Mercredi décembre, début du carême, 40 jours d'abstinence, de conversion, d'entraide. Abbé Simon Diouf, le curé de la paroisse Notre-Dame des Anges. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En cette année 2017, nos évêques, dans leur message, justement, nous invitent à réfléchir sur le mariage chrétien. Pendant 40 jours, nous allons jeûner. Mais le fait de jeûner, c'est pas seulement de se priver de ce qu'on mange ou de ce qu'on boit, mais jeûner aussi en esprit. C'est à ce message que sont appelés les fidèles, suivre les pas du Christ, se convertir. Je prie le Seigneur de transformer ma vie parce que je veux quitter le vieil homme et faire ce que Dieu veut, demander pardon à ceux qui m'ont offensé et essayer de faire le bien comme le Seigneur nous le demande. En quelque sorte une conversion. Voilà, une conversion, me convertir parce que la conversion c'est tous les jours et ça ne s'arrête pas seulement durant le temps de carême mais c'est pour tous les jours de notre vie. Donc je demande au Seigneur de me donner la grâce de me convertir chaque jour davantage à travers ce carême. Aimez-vous les uns les autres, tel que recommandé par les Saintes Écritures. Cet autre fidèle trouvé à la paroisse Saint-Do compte en faire un sacerdoce. Je rends grâce au Seigneur et je demande qu'il nous donne d'abord la force de jeûner parce que c'est pas facile et de nous envoyer le Saint-Esprit, qu'il nous purifie, qu'on puisse se convertir, qu'on puisse être restauré, demander pardon, pardonner aux autres aussi, car c'est pas facile de s'aimer les uns les autres, surtout, car quand on a l'amour, on peut tout. La parole est un don, l'autre est aussi un don. Voilà en substance le message du pape François pour le carême 2017. Le jeûne, la prière, l'aumône, l'entraide, voilà ce à quoi les chrétiens sont invités pour ce saint temps
de carême. Bon carême à tous les catholiques. Voici maintenant le sens du carême catholique et la signification des cendres avec le curé de la cathédrale de Kaolack, Abbé Pierre Dione avec Georges Déthié-Diop. Notre entrée en carême, symbolisée par un rite, celui des cendres, dont chaque membre du peuple de Dieu recevra la marque au front. Et le mercredi des cendres, c'est donc un jour de pénitence, de jeûne et de prière. Je peux dire que c'est comme un résumé de tout ce qui sera vécu durant cette traversée du désert. Dans l'humilité, et le carême chrétien sera bâti sur 3 piliers que sont l'aumône, la prière et le jeûne. Voilà l'essentiel de ce temps qui est un temps privilégié, un temps de retour à Dieu, un temps de conversion. Et la cendre, c'est le néant, ce n'est rien. Ce sont des restes. À partir des cendres, nous nous rappelons justement, comme le dira la formule qui accompagne le rite, que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Rappelons-nous le passage du livre de la Genèse. Dieu a créé l'homme à partir de la glaise. Donc, se rappeler que je suis glaise, je suis cendre et que je retournerai en poussière, que je retournerai à la cendre, signifie que c'est dans la mesure où Dieu m'informe de son souffle divin que je suis ce que je suis, mais que je ne dois ni oublier d'où je viens, ni oublier où je vais. Et donc, toutes les distractions, tout ce qui peut me divertir et me sortir de cette trajectoire-là, je dois l'éviter. C'était Abbé Pierre Dione, le curé de la cathédrale de Kaolack. La cathédrale de Kolda est vétuste. Elle présente des signes d'insécurité réelle. C'est pourquoi l'évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, lance un appel aux fidèles koldois pour qu'ils s'impliquent dans la réhabilitation de leur lieu de culte qui est non seulement délabré, mais exigu. Correspondance Abdoulaye Diallo. Construite depuis 1951, la bâtisse de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Kolda est vieille. Elle est non seulement exiguë, mais sa toiture ne tient plus. Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, en parle. L'église mère du diocèse que la cathédrale de Kolda, qui date de 1951, est petite. Et pendant l'hivernage, quand je célèbre avec mes diocésains, quand j'ai l'occasion d'être là, l'eau coule dans l'église. Une fois, ça s'est passé devant des visiteurs étrangers, j'avais honte. Pendant qu'on priait, l'eau coulait et les gens se mettaient de côté pour ne pas être mouillés. L'église est en l'état jusqu'au moment où je vous parle. Le prochain hivernage va couler là-dedans encore. Pour sauver ce lieu de culte du délabrement, Monseigneur Jean-Pierre Bassène lance un appel. Alors, je souhaite, et je le dis aux chrétiens du diocèse, que notre église cathédrale soit réhabilitée, soit plus grande. Et si le site historique fait qu'on ne peut pas réaliser un ouvrage plus grand que ça, pour des raisons d'histoire, que nous puissions avoir au niveau de Kolda un lieu de culte digne de ce nom, parce que l'église cathédrale est devenue trop exiguë pour contenir les fidèles. Il s'agit des fidèles de tout le diocèse que je convoque régulièrement pour des célébrations. J'adresse la même requête aux autorités de l'État si elles veulent bien nous aider à réaliser un projet d'église cathédrale digne de son nom à Kolda. Les locaux de cette cathédrale sont parmi les monuments historiques de la ville de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Il est 12h08, vous suivez le grand journal sur RFM. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Il y a une grosse insécurité dans le pays ces derniers jours. Vous l'avez sans doute constaté avec les bandes de malfaiteurs qui s'attaquent aux paisibles citoyens et à leurs biens. Les exemples de meurtres, de vols à main armée, de cambriolage font légion. Cependant, dans des villages traditionnels lébous comme Yoff, on entend rarement parler de tous ces actes de malfaiteurs. Ici, des voleurs ont été noyés en mer après avoir commis leur forfait. Difficile de recueillir des témoignages sur cela. Mais notre reporter est parvenu à arracher quelques mots à un vieux qui habite Yoff, Abdou Diouf Junior. Ce n'est pas une légende. Des voleurs sont morts noyés dans les eaux de villages lébous comme Yoff. Il est difficile de témoigner sur une telle affaire. Ce vieux y parvient après avoir beaucoup hésité. C'est vrai que je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai vu un cadavre, j'ai demandé et on m'a dit qu'il était mort de cette façon, jeté en mer. Voilà pourquoi il est assez rare d'entendre parler de vol ou d'agression dans ces villages traditionnels lébous.
Ici, on n'entend presque jamais parler de vol. J'ai entendu dire que les voleurs et les agresseurs ont souvent été jetés en mer vivants. Je n'ai jamais vu cela, mais c'est avéré. C'est peut-être à cause de cela que les malfaiteurs ont peur, et puis ici, on ne dort presque pas. Les liens de parenté, la solidarité, l'éducation sont également des garde-fous pour faire face à ce genre de délit. Nous sommes toujours sur le qui-vive comme si on était en danger. Et puis, les gens sont solidaires parce qu'on est tous parents. Ici, les jeunes sont bien éduqués, ils respectent beaucoup leurs parents. Parfois, quand on entend parler de ces crimes, ça nous étonne. La presse fait état, très souvent, de victimes de cambriolage, de vol, d'agression à l'arme blanche ou à l'arme à feu. En dehors de la solution capitale, les Lébous préconisent le retour aux valeurs anciennes. Abdou Diouf Junior, série de reportages en vue du 8 mars, nous l'avons entamé aujourd'hui et nous sommes allés à la rencontre d'une femme très courageuse, Madjiguène Diop, qui a en charge cet enfant, peine à joindre les deux bouts, mais cette battante ne rechigne jamais, car pour toute activité qui peut lui rapporter de l'argent, elle n'hésite pas à s'engager. Madjiguène Diop dit tout à Adama Anouchkaba. Je ne travaille pas, j'ai 7 enfants, tu n'as pas de soutien, tu n'as rien, c'est très dur. Madjiguène Diop est en train d'écouter la radio, pain à la main, teint clair, taille moyenne. Elle vit en famille à Soumbédioune, rue 31. Séparée de son mari, Madjiguène n'attend l'aide de personne pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Je me débrouille quand même, des fois je pars à Petersen pour acheter des chaussures, vendre pour avoir quelque chose pour nourrir moi-même. Parce que mes enfants aussi ont des bourses, avec leurs bourses on peut débrouiller eux aussi. Et aussi leur père fait des efforts pour eux. Et pourtant, il y a eu des époques où cette femme au foyer de 51 ans gagnait bien sa vie. Elle faisait le ménage chez des Français, mais les temps ont bien changé et ses finances en ont pris un sacré coup. Moi, je travaille avec des Français, mais à ce moment-là, ils ont parti. Mais depuis lors, j'ai déposé, mais tu sais que c'est là que ça compte. Là, j'ai l'expérience de travailler, mais les gens, peut-être, si tu déposes, on te dit rien. J'ai déposé dans les mains français, j'ai déposé aussi dans les entreprises. On te dit d'accord, on va t'appeler, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas appelé. Madjiguène ne fait même pas son âge, toujours aussi active malgré 10 années dévouées au travail de ménagère. C'est son domaine. En attendant de trouver un autre travail, elle se plaît au commerce de chaussures. J'achète des chaussures là, des chaussures chinois. Là-bas 1300, tu vas à 2000 ou bien 1500. Ça marche, mais c'est pas grand chose aussi. C'est dur la vie et tu ne peux pas moi tendre la main. C'est pas facile de raconter tout le monde ta vie, mais c'est dur de vivre comme ça. Les temps sont durs, mais cette mère de famille croit en un changement. Elle vit avec la certitude que ses enfants réussiront dans leurs études et quand ce jour arrivera, son présent ne sera plus qu'un mauvais souvenir. RFM, le journal. Le ECS met en garde le gouvernement. Les enseignants du supérieur n'écartent pas un plan d'action après l'expiration de leur préavis de grève le 6 mars prochain. La tenue de la conférence sociale, c'est leur principale revendication, une conférence sociale qui doit permettre d'évoquer la question de la retraite. Écoutons le secrétaire général du CS, Malik Fall, au téléphone d'Elhaj Ndiogoudjen. Dans cet accord, il figurait un des points fondamentaux pour nous, c'est donc la question relative à la retraite supérieure. Et nous avions considéré un effort qui a été publié à ce sujet, la tenue d'une conférence sociale. Normalement, qui devait être organisée au mois de juillet, le juillet. Malheureusement, nous sommes depuis lors. À chaque fois, il y a un déplacement de pratiquement de la date d'organisation de cette conférence sociale. On nous avait parlé du mois de février. Ensuite, il y a eu suivi les sorties de Rakim qui a beaucoup parlé dans la tête pour dire que la conférence sociale va être organisée à février. Ensuite, il nous a donné donc le mois de mars et récemment, le dernier conseil de ministre tenu donc le maître du parti. Ils ont encore parlé donc du mois d'avril. Je pense qu'effectivement donc il y a une phase de dilatoire dans cette affaire-là. Et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez de faire après l'expiration de votre préavis de grève? À l'expiration du préavis de grève, nous allons consulter donc la base, parce que le PSN est une organisation qui est très démocratique. Et qu'il faut effectivement que la base soit saisie, notamment donc les questions que nous avons saisies. Et à l'issue de ça, nous viendrons également donc le bureau national. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Séoukhaï, dans le département de Thiès, a vu sa case de santé fermée depuis 2009.
Et pour se soigner, les populations vont à Thiès et Khombol. Elles se sont fait entendre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ce sont des centaines de jeunes et de femmes qui se sont mobilisés pour crier leur désarroi face au manque d'infrastructures sanitaires dans leur localité. Nous sommes à Seokhai. Seokhai est un village situé sur la route nationale 3 à 26 km de Thiès, à 5 km de Bundiat. Dans cette localité, selon le porte-parole des jeunes, Tierno Kandji, le village est privé de structures sanitaires depuis 2009. Depuis 2009, la case de santé, qui était l'unique structure, n'est plus fonctionnelle. Son projet de réhabilitation n'est plus d'actualité, rangé dans les tiroirs par les autorités locales. Et comment peut-on assurer l'effectivité de la prise en charge des malades si l'on sait que les structures sanitaires des localités environnantes sont aussi distantes? Les soins sanitaires sont assurés uniquement par évacuation dans des structures voisines telles que Khombol, Bundian, Thiénaba, voire même Thiès. La santé maternelle est aussi affectée. Les femmes en état de grossesse parcourent des kilomètres pour des consultations prénatales. Et ces visites sont effectuées dans des structures sanitaires voisines. Elles accouchent même dans des conditions extrêmement difficiles. Ainsi, les populations de Seokhai attendent avec impatience l'achèvement des travaux du poste de santé entamé depuis 2011 et financé par une bonne volonté. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le journal. L'actualité politique. Les travailleurs des commissions administratives de Ziguinchor en mouvement d'humeur, ils observent un arrêt de travail pour réclamer des arriérés de salaire. La commune de Ziguinchor dispose de 4 commissions administratives. Correspondance Laminba. Dans la salle qui abrite la commission d'inscription administrative au niveau de la préfecture de Ziguinchor, aucun citoyen trouvé sur les lieux ce matin, contrairement à l'affluence qu'on y note tous les jours depuis le début des inscriptions. À l'intérieur de la salle, 2 agents que nous y avons trouvés s'empressent de nous signifier qu'ils ne travaillent pas depuis ce matin parce qu'ils sont en grève. Motif de leur mouvement d'humeur, non-paiement de leur salaire depuis des mois. Boufan Sambou, président de la commission administrative d'inscription de la préfecture de Ziguinchor. On a démarré à 8h. 8h jusqu'à 9h. Les opérateurs nous ont informé depuis le matin, depuis 8h, comme quoi aujourd'hui ils vont arrêter. Et ils ont donc décidé à l'unanimité au niveau départemental, ce qui nous a été dit. Effectivement, quand on a eu le quota de 10, ils ont arrêté. Ils disent qu'ils n'ont pas été payés, donc ils ne peuvent pas continuer à travailler. Ils veulent mener un mouvement. Je ne sais pas combien de jours ça va durer. De toute façon, ça dépend certainement du niveau central. Si on les paye, certainement ils vont relever le... Cet étudiant que nous avons rencontré devant le portail de la préfecture constate en même temps que nous le blocage noté au niveau des opérations d'inscription. Il se désole de s'être déplacé pour rien. Bon, on m'a dit qu'ils ont en grève, point barre, ça qu'on m'a dit. Je viens de l'université comme ça. Bon, j'ai même sacrifié un cours pour venir m'inscrire. Et malheureusement pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont en grève. Et cela est comment dirais-je, encore déplorable. En tant qu'une administration, et les gens sont là, ils sont peut-être, je veux dire qu'il y a des gens jusqu'à présent qui ne parviennent pas à s'inscrire. Voilà. Le même blocage est noté sur les 5 autres commissions administratives du département de Ziguinchor. Mais pour l'heure, le préfet que nous avons rencontré ce matin pour en savoir plus n'a pas souhaité se prononcer sur ce mouvement d'humeur des opérateurs, préférant nous renvoyer à demain pour s'expliquer là-dessus. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Les indépendants pas d'accord sur la caution de 15 millions de francs CFA à verser pour les élections législatives. Pour eux, c'est comme si l'on était dans une démocratie censitaire. À propos des 20 000 signatures réclamées, les indépendants dénoncent. Binta Diallo leur a donné la parole. 15 millions de francs CFA, ce n'est pas donné à n'importe qui. Maître Mam Adama Gueye de la plateforme Avenir Sénégal Bignubok soutient que la démocratie au Sénégal coûte de plus en plus cher. Même si nous pensons qu'il n'est pas bon dans un système démocratique d'imposer une caution qui donne tout l'air d'instaurer une démocratie censitaire fondée sur les moyens financiers plutôt que sur la représentativité. Emouna Bousso du mouvement citoyen Khalas pense la même chose. Ces 15 millions constituaient un frein encore financier et qu'on est passé à côté de l'histoire et qu'on n'a pas pu appliquer convenablement ce référendum du 20 mars dernier. Autre goulot d'étranglement, le nombre de signatures 20 000, les indépendants dénoncent. Il faudrait que cette condition soit applicable à tout le monde, parti politique comme indépendant, ce qui permet effectivement de mesurer la représentativité, parce que le fait d'appartenir à un parti politique ou d'avoir un parti politique n'est absolument pas un critère de représentativité. Les indépendants, à la faveur du référendum dernier, peuvent désormais briguer les suffrages des Sénégalais pour la course
à l'Assemblée nationale, sauf que la caution et le nombre de signatures peuvent éliminer de la course législative beaucoup de mouvements citoyens et c'est peut-être fait à dessein selon les indépendants. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. La Mauritanie, on s'organise pour le retour des réfugiés maliens chez eux. La commission tripartite que dirige le Mali, la Mauritanie et le HCR a tenu sa deuxième rencontre à Nouakchott. L'occasion pour Mohamed Alouache, le représentant du HCR, d'exhorter les parties à poursuivre les efforts pour un retour des réfugiés maliens dans la dignité. Mohamed Alouache est au micro de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Le UNHCR salue les efforts remarquables menés par le gouvernement de la République du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire, de réconciliation nationale, ainsi que l'engagement de la République islamique de la Mauritanie dans la protection de plus de 47 000 Maliens qui ont trouvé refuge dans son territoire depuis le début de la crise. Le rencontre d'aujourd'hui exemplaire d'une volonté d'entente commune et d'engagement qui existe entre les deux pays voisins vis-à-vis de la condition de réfugiés dans le pays respectif. On souhaite de continuer cette collaboration pour accompagner le rapatriement de réfugiés maliens dans la sécurité et la dignité lorsque la situation le permettra, tout en garantissant le caractère volontaire du rapatriement et des droits de la protection internationale pour les réfugiés maliens dans le pays de l'asile. Ces réfugiés maliens sont plus de 47 600. Le processus de rapatriement a été suspendu à cause des attaques meurtrières survenues dans le nord du Mali. Au Tchad, les étudiants jugés hier ont été condamnés. Ils étaient 60 au début, mais 11 autres ont été arrêtés. Les 68 ont écopé d'1 mois de prison ferme pour destruction de biens, outrage à autorité et violence par voie de fait. Les 3 autres ont été libérés au bénéfice du doute. Le procès qui a duré toute la journée d'hier n'a pas été ouvert au public. Après le verdict, le secrétaire exécutif de la section des étudiants de l'université de N'Djamena a exclu toute reprise des cours avant la libération de ses camarades. Gabon, le dialogue politique initié par le président Ali Bongo prend forme. Le comité ad hoc qui a été mis sur pied a bouclé ses travaux ce mardi. Un règlement intérieur du dialogue a été élaboré par les représentants de l'opposition et de la majorité. Il existe aussi un rapport qui sera remis ce jeudi au président Ali Bongo. Le rapport résume les principales réformes attendues, notamment la révision de la Constitution, la durée des mandats politiques tels que celui présidentiel et celui des députés, la révision du code électoral entre autres. La date du dialogue sera fixée après la remise du rapport. Le dialogue se déroulera en 2 phases. La première va durer 7 jours et concernera la société civile, les femmes et les jeunes. La seconde impliquera 75 délégués de la majorité et 75 de l'opposition. L'opposant Jean Ping, lui, a déjà annoncé son boycott. Au sujet de la présidentielle française, François Fillon maintient sa candidature et déclare qu'il va répondre à la justice. François Fillon ne cédera pas malgré ce qu'il considère comme un assassinat politique. Il prend à témoin le peuple français et annonce sa mise en examen le 15 mars prochain. Le candidat du parti Les Républicains a fait une déclaration ce matin aux alentours de 11h, Antoine, heure du Sénégal. Nous l'écoutons avec nos confrères de Radio France Internationale. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout, parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser, ne laissez personne vous priver de votre choix, parce que votre voix seule doit décider de notre avenir commun, et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi. Je vous demande de résister. Je le fais, ma famille le fait, malgré tous les tourments. Ma famille politique le fera, et au-delà d'elle, tous ceux qui croient qu'à la fin, seul le peuple peut décider. Oui, je serai candidat
à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Et c'est clair, comme le droche États-Unis, Donald Trump s'en prend maintenant aux frères musulmans. La confrérie est dans le viseur du nouvel homme fort de la Maison-Blanche. Celui-ci considère les frères musulmans comme une organisation terroriste et des ennemis de l'Occident. Awambaï. Un décret dans le circuit, les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Selon le site jeunafrique.com, le président américain Donald Trump est persuadé que cette confrérie est partout en Amérique et elle vise l'expansion de l'islam et le triomphe de la charia. Les frères musulmans auraient infiltré le Congrès, la sécurité intérieure, le département d'État, le Pentagone et la Maison-Blanche. Donc ils sont partout d'après Trump et ses cercles les plus proches, considérés comme fer de lance de la croisade islamophobe. D'ailleurs, le site jeunafrique.com précise que ce projet est appuyé par les lobbies égyptiens et surtout émiratis avec lesquels Trump a de meilleures relations. Les frères musulmans sont une confrérie politico-religieuse fondée en Égypte en 1928, mais elle est considérée par le président américain comme une organisation terroriste. D'ailleurs, elle est citée dans le massacre de la discothèque d'Orlando en 2016. Merci à Wambaye. Et voilà, Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci à vous, Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment renforcer les moyens de nos forces de l'ordre prétexte l'arrestation de quelques agresseurs par la police? Nous allons en parler dans quelques minutes. Le beach soccer en ouverture de cette page des sports Malal Junior gagne la Coupe du Monde 2017, le Sénégal dans la poule. Avec le pays organisateur de Bahamas, l'Équateur et la Suisse, un tirage sera effectué dans la nuit et qui n'inquiète pas pour autant le sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal. Pour Omar Ngalasila, il faut s'entraîner, se préparer à aller jouer pour atteindre l'objectif qui est les demi-finales sur le Tcham. Après 2000, 2011 et 2015, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, pour sa 6e participation au mondial, tombe encore sur un pays hôte pour la 4e fois. Mais pas de panique, le coach des Lions du beach soccer rassure Ngalasila. On avait l'habitude de jouer avec le pays hôte, que ce soit l'année dernière avec le Portugal, en 2011 avec l'Italie, en 2000 avec la France. Donc nous sommes des habitués d'être logés dans la poule à la Suisse. Un adversaire qu'on a joué avec la Suisse, mais ça fait presque depuis 2011, on l'avait battu. Et entre-temps, la Suisse a beaucoup progressé. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes équipes sur le plan mondial. Donc c'est un prétendant du titre. Maintenant, l'Équateur aussi, un adversaire inconnu. On va essayer de voir comment on va l'aborder sereinement, quoi. Dans certaines circonstances, rencontrer le pays hôte est un peu